Un autre décor qui va beaucoup évoluer et qui sera copié dans de très nombreuses villes, c'est le décor à Cortieri. Ce décor à Cortieri, vous avez ici la représentation de Cipriano Piccolpasso, qui est l'auteur du XVIe siècle, qui a décrit les différents décors de la faïence de son temps. Vous voyez qu'ici, le décor est divisé en quartiers, quartieri, qui sont de couleurs différentes et qui portent des ornementations à l'intérieur. Ça, c'est le modèle typique de Faenza. Alors, vous le retrouvez naturellement, ce modèle, sur des pots de pharmacie, à Faenza. Vous en avez sur un albarello ici, sur des pots encore ici, toujours Faenza, sur une chevrette. Et ce décor de Faenza va être imité à Palerme, sur une boccia ici, au début du XVIIe siècle. Vous le retrouvez en France, à Nîmes, sur les chevrettes de Sijalon, où là ce décor s'adapte particulièrement à la forme de la chevrette, qui est dite en côte de melon, et vous voyez que le décor à Cortieri s'adapte particulièrement bien. Il sera ici sur cette autre chevrette également de Nîmes, mais vous le retrouverez aussi sur une forme albarello. Vous le retrouvez à Montpellier, très proche, toujours sur une forme albarello à Montpellier, même au début du XVIIe siècle, sur cette chevrette. Autre décor qui va également être un décor extrêmement populaire et qui sera copié dans de nombreuses villes, c'est le décor à trophéi. Décor à trophéi, donc, qui est caractérisé par des trophées. Il y a des armures, des instruments de musique, des casques qui se dégagent sur un fond qui à l'origine est bleu. Vous avez ici le dessin de Piccolpasso. Vous le trouvez naturellement à Faenza, qui est sa ville d'origine. À Venise, il est très rapidement copié. À Venise toujours. Surtout à Castel-Durand, dont il va être le décor type. Et à Castel-Durand, on continuera au XVIIe siècle. Vous avez cette chevrette qui date de 1638. Vous le retrouvez également à Pesaro, ici au XVIe siècle. À Palerme, à la toute fin du XVIe siècle. Mais là, il est devenu jaune. Vous le trouvez également toujours en Sicile, à Burgio, avec ici une coloration verte, et puis cette espèce de bouclier qui est présent ici, qu'on qualifie de bouclier en forme de masque lunaire, qui est assez caractéristique de Burgio. Vous avez des versions extrêmement géométriques, comme ici à Palerme, et vous avez même parfois une inclusion d'un visage humain, comme dans cette boccia sicilienne. Arrivons-en maintenant à des décors typiquement vénitiens, le décor à fiori et à frutti. Voici la représentation qu'en donne Piccolpasso au XVIe siècle. Vous le retrouvez naturellement sur des albarelli avec un médaillon central qui est entouré par ce décor à fiori. Alors ici, c'est attribué à Maestro Domenico, comme bien souvent, même si ce n'est pas toujours une attribution certaine. Vous avez ici un décor qui est extrêmement fin, vous voyez, c'est la version vénitienne du XVIe siècle,
toujours version vénitienne du XVIe siècle. Et là, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins précis, avec des formes qui sont plus larges. Et ça, c'est l'interprétation de Caltagirone en Sicile. Vous l'avez ici sur une chevrette. Caltagirone ou Gerace, les deux attributions sont données mais c'est toujours le décor à fiori. Ici, Gerace également. Donc ça, c'est en Calabre. Encore Gerace, mais ici avec un personnage en plus. L'autre décor, celui à Frutti. Là, c'est un modèle vénitien du XVIe, avec des fleurs qui sont très précises dans leur dessin. Vous retrouvez encore un décor vénitien du XVIe. Ici également. Et là, regardez bien le fruit. Et est-ce qu'il ne rappelle pas très étroitement le fruit enveloppé, qui est la caractéristique de ce décor de Montpellier, de Daniel Olivier au début du XVIIe siècle, toujours Montpellier, le fruit enveloppé. Et vous avez même des imitations de ce décor aux Pays-Bas, comme dans ce Poggi Ancé. Et on peut même trouver une certaine parenté lointaine, bien qu'ici il n'y ait pas la polychromie, avec le décor aux Trois Noisettes de Lyon au XVIIIe. Autre décor qui va être sujet à une déclinaison importante, c'est le décor rouennais à lambrequin. Vous avez ici une version en camaïeu bleu, qui est classique du décor rouennais. Vous avez possibilité d'avoir une adjonction de rouge, car Rouen est un des rares centres de faïence à avoir maîtrisé la production du rouge, parce que le rouge s'obtient à partir d'oxyde de fer, et chauffé à des températures élevées, l'oxyde de fer, ça donne souvent un brun sale, et à Rouen, on a su, en ajoutant du bol d'Arménie, obtenir un rouge beaucoup plus correct. Ce décor à lambrequin va être imité à La Rochelle, qui saura s'en emparer et lui donner une certaine originalité. Le décor à lambrequin de La Rochelle n'est pas une copie servile. Vous avez ici un autre La Rochelle, copie également à Lille, où le décor est moins fin que celui de Rouen. La couleur est un peu différente également. Ce sera imité aussi à Paris. Alors là, on ne sait pas bien si celui-là est de Lille ou de Paris. Les attributions varient. Là, c'est vraiment Paris qui imite toujours ce décor à lambrequin, ici en polychromie, avec les armoiries de l'abbesse de Chelles. Il sera même imité à Nevers, ce décor rouennais, à Clermont-Ferrand, à Moustier. Nous allons passer à un autre décor, c'est le décor que l'on appelle la typologie Mézès. C'est un décor rocaille, aux 5 couleurs, et en 1774, Pierre Mézès s'est installé place de la Pucelle à Rouen, et il a équipé toute sa pharmacie avec des pots de ce type qui ont ce fameux décor de type Mézès, maintenant on l'appelle comme ça, avec 2 caractéristiques qui le distinguent des imitations: une légende en latin et un numéro d'ordre. Tous les pots de la pharmacie Mézès étaient numérotés. À la place du numéro, il existe des pots qui possèdent une coquille Saint-Jacques verte, qui
remplace le cartouche contenant le numéro. Légende en latin également. Il existe une version où il n'y a pas de numéro et où la légende est en français. Cette version-là est la version que possédaient les Augustines de Dieppe. Il y en a quelques-uns qui sont au château-musée de Dieppe. Malheureusement, la dernière fois que j'y suis allé, il n'était pas exposé. Et ça, c'est un pot de réassort. Vous n'avez pas de nom, parce que lorsqu'on vendait une série de pots, on pensait bien qu'il s'en casserait quelques-uns, et donc on en vendait un certain nombre sans nom, pour pouvoir inscrire le nom lorsqu'on n'en aurait un à remplacer. Alors ce décor est décliné également sur des bouteilles. Vous le retrouvez sur une chevrette ici. Et alors il y a une interprétation en monochrome, une interprétation en camaïeu bleu. Alors là il y a une certaine ambiguïté parce que il semble qu'un certain nombre ait été réellement effectués à Rouen et que d'autres aient été réalisés à Quimper. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque Pierre Cossy était le fils d'un potier rouennais et qu'il est parti à Quimper, en emportant les poncifs pour préparer les pots, et donc il y a une certaine analogie et c'est normal. Simplement, on a l'habitude de dire que sont de Rouen ceux qui sont bien dessinés et que ceux qui sont moins bien dessinés sont de Quimper. Mais rien n'est sûr. Alors pour terminer, le décor gothico-floral, donc qu'on appelle parfois en France à la feuille d'iris, mais qui est plutôt appelé à la feuille gothique. Voilà la feuille gothique dans la sculpture du XVe siècle. Alors, naturellement, c'est encore un décor qui prend naissance à Faenza. Vous avez un très beau pot ici qui était dans la collection Louis Lafont. Ici, vous avez un autre pot de Faenza avec des feuilles vigoureuses. Un autre Faenza. Ici, c'est Naples. Donc, vous voyez, c'est toujours le même décor. Là, c'est Pesaro. Alors, vous remarquerez qu'on a en plus ici ce qu'on appelle les rayons de Saint-Bernardin, ces espèces de petits tréponèmes là qui sont dans les frises. Et voilà encore, vous les retrouvez, les rayons de Saint-Bernardin, et vous avez toujours ce décor gothique à Pesaro, avec en plus un oiseau. Encore le décor gothique à Pesaro. Il y en avait aussi à Cafaggiolo. Ici, ce pot de Montelupo di Ruta. Là, une version de Montelupo, une autre, parfois attribuée à Lyon, et ce pot de Lyon, qui est une interprétation du même décor. Il ne faut pas oublier que les potiers italiens se sont installés à Lyon au début du XVIe siècle et qu'il est très difficile de distinguer la production lyonnaise du début du XVIe siècle et la production italienne. Je vous remercie.